Un invité ce midi, en effet, c'est Eric Deschmaker, professeur de droit privé à Melbourne. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci de me recevoir à votre antenne. Eh bien, merci d'avoir accepté cette invitation alors que vous êtes actuellement en Nouvelle-Calédonie. Alors, nous avons souhaité vous recevoir après avoir lu plusieurs de vos tribunes qui exposent une analyse originale et novatrice de la Nouvelle-Calédonie et de son actualité. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes et surtout pourquoi vous vous intéressez à la Nouvelle-Calédonie? Je suis professeur de droit à l'université de Melbourne en Australie, donc je vis dans le monde de langue anglaise depuis plus de 20 ans, mais je suis français de naissance, d'éducation, de cœur, de tout. Mon intérêt pour la Nouvelle-Calédonie, je crois que c'était à la jonction de deux choses. Un intérêt très ancien qui est né sans doute dans les atlas de mon grand-père, où je regardais les cartes du monde et mon pays qui s'étendait jusqu'aux confins de la Terre. Cet intérêt pour la France hors les murs, tout mon pays. Ça, c'est très ancien. De manière plus récente, c'est 2017, donc je débarque moi aussi dans le Pacifique, en Australie, et c'est le moment où la Nouvelle-Calédonie s'engage dans les campagnes référendaires. Et là, je me rends compte qu'il y a un risque tout à fait réel que dans l'indifférence, mais vraiment quasi absolue de la métropole, mon pays se voit amputé d'une de ses provinces, une de ses plus belles provinces. Et là, la nécessité de faire ce qui était en mon pouvoir de faire, on s'impose comme une évidence. Donc depuis, effectivement, je passe pas mal de temps et d'énergie à essayer de défendre la Calédonie française, mais pour le bien de tous, pas pour le bien d'une communauté contre une autre, pour toute la Calédonie, le Pacifique Sud et la France de manière C'est une, générale. c'est une réflexion juridique, sociologique, de devenir de la Nouvelle-Calédonie, de comment elle peut sortir de l'impasse dans laquelle on a l'impression qu'elle est un peu coincée aujourd'hui. Oui, je crois que c'est important effectivement de réfléchir à plus long terme. Certains le font très bien. Ils établissent des réseaux avec la France métropolitaine, le reste des Outre-mer, la mouvance des colonialistes mondiales, Bakou aujourd'hui. Je crois que c'est évidemment très important de lever le nez du guidon de l'actualité. Bon, certains, comme dont c'est le métier de suivre l'actualité, de la commenter, c'est important de le faire. Mais on parle cette semaine des déclarations de M. Barnier. Il y en a déjà eu plusieurs en moins d'une semaine. La principale chose que j'aurais envie de dire, c'est ce dont on est sûr de M. Barnier, c'est qu'il ne sera plus là dans un an et peut-être même bien avant ça. Il y aura un autre Premier ministre, d'autres ministres, un autre président sans doute assez rapidement, d'autres haussaires. Il est très important, je crois, de, encore une fois, lever le nez du guidon, s'interroger sur les grands principes, pas être en permanence dans cette écume, se dire si on veut que la Nouvelle-Calédonie soit encore française dans 200 ans, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, vous disiez que vous étiez intéressé notamment à partir de 2017 et de la série des trois référendums, et puis vous intéressez forcément à la Nouvelle-Calédonie depuis les émeutes du 13 mai. Vous avez publié plusieurs tribunes ces derniers temps, et notamment une qui concerne le corps électoral, où vous affirmez, en Nouvelle-Calédonie, la réforme qui met le feu aux poudres ne va pas assez loin, c'était au mois de mai, et vous écrivez, si ce projet de loi est scandaleux, ce n'est pas comme le pensent les indépendantistes en ce qu'il entend redonner le droit de vote à certains, mais en ce qu'il continue de le refuser à d'autres. Est-ce que c'était volontairement provocateur? Alors d'abord, une chose que j'ai découverte en commençant à écrire ce genre de texte, qui n'était pas mon cœur de métier à l'origine en tant qu'universitaire, c'est qu'on ne choisit pas les titres. Donc c'est ceux de la rédaction, en l'occurrence du Figaro, que même moi j'ai trouvé un petit peu incendiaires. Ayant dit ça, je ne renie en rien Il les propos que je correspond au n'ai cœur du pas, papier quand absolument, même. je ne renie en rien les propos que je n'ai pas prononcés. Mon but n'est absolument pas de provoquer, en soi ça n'a absolument aucun intérêt. En revanche, je crois qu'il est fondamental de dire ce que l'on croit être vrai, même si ça doit faire hurler des gens, même si on sait que ça va les faire réagir. C'est le principe même, c'est mon rôle d'universitaire et d'essayer de comprendre et de dire ce que je crois juste et pourquoi. Mais en l'occurrence, bon, sur le dégel du corps électoral, c'est, je crois, avoir tous les principes du droit électoral, du droit constitutionnel avec moi. Les élections provinciales en Nouvelle-Calédonie sont des élections locales en France. Le principe est donc que, sauf règles extraordinaires, comme celles sous lesquelles nous avons vécu ici en Nouvelle-Calédonie depuis quelques décennies, eh bien, tous les citoyens, tous les électeurs peuvent voter. Ça a été confirmé d'ailleurs par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'arrêt
Pi. Donc on savait déjà que si la réforme constitutionnelle était passée, elle aurait été censurée par la Cour européenne des droits de l'homme, car n'allant pas suffisamment loin dans ce dégel. C'est-à-dire ce que la Cour européenne dit, c'est il peut y avoir des exceptions très limitées au droit de vote universel des citoyens, mais certainement pas aussi limitées que ce qui était prévu ici. Donc pour vous, il faudrait aujourd'hui, passer la période transitoire de l'accord de Nouméa, réouvrir le droit de vote pratiquement, enfin à tout le monde, à tous les citoyens français qui sont en Nouvelle-Calédonie. En tout cas, c'est la réponse juridique. Le processus de décolonisation et d'autodétermination est achevé avec les 3 référendums. C'est ce que vous dites là aussi, c'est une question qui fait débat. L'accord de Nouméa prévoyait que les partenaires se retrouvent pour examiner la situation ainsi créée. Une phrase un peu vague. Maintenant, une fois que l'accord de Nouméa est terminé, quelles sont selon vous les perspectives pour la Nouvelle-Calédonie? Alors, sur la fin de l'accord de Nouméa, oui, je sais qu'effectivement la question est très discutée, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'accord de Nouméa lui-même qui le dit. Ça a été confirmé par le Conseil d'État, donc la plus haute juridiction administrative française, dans un avis de fin 2023. Ce processus est achevé, sa mise en œuvre peut être regardée comme complète. La seule chose qui reste de l'accord de Nouméa, donc, c'est l'idée que les partenaires se retrouvent autour d'une table pour examiner la situation. Donc on peut les réunir, à supposer d'ailleurs qu'on arrive à trouver qui ils sont, parce que la situation politique est quand même très complexe. Mais il me paraît assez clair qu'il n'y a pas d'accord possible. Tout ce qu'on peut faire est acter un désaccord entre, d'un côté, ceux qui souhaitent très légitimement rester au sein de la France, pour certains aller plus loin vers l'autonomisation des provinces, et de l'autre côté des gens, et c'est d'ailleurs leur droit le plus absolu, n'ont absolument renoncé à rien. Ils veulent, malgré ces référendums, leur indépendance, ou se fauner de l'indépendance qu'on appelle l'association. Je ne vois pas quel accord est possible. Et donc, à partir de là, il me semble que l'État va devoir prendre ses responsabilités. Ça fait des décennies qu'il se défausse sur les Calédoniens de la responsabilité de trouver un accord. Et trouvez-nous un accord et nous, on le mettra en œuvre. Mais j'ai envie de répondre. Donc, vous avez sans doute suivi en France métropolitaine, il y a eu l'année dernière des émeutes assez violentes, bon, pas tout à fait comme le 13 mai, mais enfin, à notre niveau, c'était quand même assez dur. Imaginez-vous Monsieur Darmanin, qui était ministre de l'Intérieur à l'époque, dire « Ah ben, nous avons un problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réunir autour d'une table la maman de Naël, donc, qui avait été tuée par un policier, des grands frères en colère de la cité Pablo Picasso, où les émeutes avaient commencé, et puis quelques voisins excédés par les rodéos urbains, 3 gendarmes, on les met dans la même salle et on dit, eh bien, vous ne sortez pas tant que vous n'avez pas trouvé un accord qu'on mettra en œuvre. Vous le regarderiez comme pour dire, mais vous êtes fou. Or, c'est très exactement ce qu'on met en place ici. Or, il me semble donc que ça n'est ni possible ni souhaitable. Ça n'est pas ainsi que les choses devraient se passer. Il va falloir, à l'échelle du pays tout entier, réfléchir à un statut qui soit pérenne, c'est-à-dire qu'on sort du titre 13 de la Constitution sur les dispositions transitoires, au sein de la France, évidemment, puisque c'est ainsi qu'en ont décidé les référendums, alors avec évidemment consultation très étroite avec les Calédoniens qui sont les premiers concernés, mais ils ne sont pas les seuls concernés. Tous les autres, toute l'intelligence française doit se mettre en œuvre. L'expérience étrangère, c'est les questions d'autonomie, de droits autochtones, etc. Il y a des pays dans lesquels on a beaucoup réfléchi depuis très longtemps. Ce serait bien, je crois, pour que les élites françaises, politiques notamment, s'intéressent d'un peu plus près à ce qui se fait ailleurs. Ensuite, sur le contenu de cet accord, je crois qu'il faudrait une émission entière. Je crois très très brièvement, il me semble. De toute façon, il faut parer au plus précis. On ne peut pas tout recommencer à zéro. Les institutions calédoniennes sont profondément dysfonctionnelles. Je crois qu'on le sait. Tout le monde en convient aujourd'hui. Mais à ça, j'aurais envie de dire que les institutions parisiennes, enfin toutes les institutions de la Ve République dysfonctionnent à un moment. Enfin, il y a un chantier gigantesque qu'il faudra rouvrir, mais pas maintenant, pas dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie. Donc j'aurais envie de dire tout ce qu'on peut garder, on garde.
Qu'est-ce qu'il faudrait changer? À mon avis, le plus important, c'est la citoyenneté calédonienne, parce qu'elle n'avait de sens qu'en vue de l'accession de la Nouvelle-Calédonie à une indépendance de plein droit dans l'ordre international et donc à une nationalité calédonienne. En l'absence de cette perspective, il ne peut pas y avoir de peuple calédonien, il ne peut pas y avoir de citoyenneté calédonienne, et c'est évidemment le revers de la liste électorale spéciale qui détermine qui est calédonien. Ça, je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que de le remettre en cause. Pour le reste, encore une fois, je pense parer au plus pressé en gardant tout ce qui peut l'être. Il n'y a pas de peuple calédonien, pourtant c'est une notion citoyenneté calédonienne, peuple calédonien, c'est très vivant ici en Nouvelle-Calédonie. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de peuple calédonien? Et est-ce que c'est une notion qui vous choque ou c'est une notion qui n'existe pas? Alors, là encore, c'est une réponse de jury, c'est-à-dire ça avait été posé au Conseil constitutionnel dans le cadre du peuple corse, il a répondu non. Alors ça a marché en Nouvelle-Calédonie parce que toutes ces dispositions qui sont contraires aux principes fondamentaux sont elles-mêmes dans la Constitution, donc ça permet pour un temps d'échapper à cette censure, mais la Constitution parle de population d'outre-mer dans les différents territoires. Il est très clair que la population, ce sont les électeurs. Il n'y a pas plus de peuple calédonien, surtout défini tel qu'il est. On ne sait pas très bien ce que c'est. Ça n'est ni le peuple autochtone, ni tous les gens qui sont ici. C'est les gens dont on pense qu'ils ont une attache suffisamment ancienne à la terre. Mais si un peuple calédonien, y a-t-il un peuple réunionnais, un peuple guyanais, etc. Vous parliez des accords en faisant la comparaison avec l'affaire Naël. Euh, si les gens pensent ici qu'il faut trouver un nouvel accord, si on parle de réunir les partenaires pour examiner la situation ainsi créée, c'est parce que, entre guillemets, ça a marché en 88 avec Matignon, ça a marché en 98 avec l'accord Nouméa. Pourquoi ça ne marcherait pas une troisième fois? Eh bien, précisément, me semble-t-il, parce que ce sont des choses qui ne sont pas répétables. Alors, Matignon et Nouméa, marchent en binôme. C'est-à-dire que Nouméa était une manière de ne pas faire de ne pas avoir le référendum qui était originellement prévu. C'est-à-dire, on peut poser une fois la question de manière sincère. Il y a de toute évidence des problèmes. Ça, je crois que personne ne nie qu'il y a de profonds problèmes dans la société calédonienne. On peut donc dire, voilà, on va essayer d'améliorer les choses pendant une période et à la fin, il y a différentes options qui vous seront proposées. L'indépendance ou bien le maintien au sein de la France. On peut donc poser la question une fois. La question, on y a répondu 3 fois, c'est qui est, je crois, sans équivalent de manière internationale. Si on rouvre la question, c'est-à-dire si on dit qu'il faut un deuxième, on va en fait commencer un deuxième processus de Nouméa, c'est une catastrophe pour toutes sortes de raisons, mais la principale est sans doute qu'on comprend à ce moment-là qu'on va reposer la question jusqu'à ce que les gens donnent la réponse qu'on attend d'eux, c'est-à-dire qu'ils prennent leur indépendance. Alors justement, vous avez titré récemment, alors c'est peut-être pas vous qui avez fait le titre non plus, mais vous avez signé récemment une autre tribune, au titre là aussi qui pouvait paraître un peu iconoclaste. Pour la survie de la Nouvelle-Calédonie, il faut fermer la porte à toute perspective d'indépendance. Alors, le droit à l'autodétermination, on l'invoque en permanence, c'était l'un des points que devaient discuter les partenaires ici en Nouvelle-Calédonie. Comment gérer le droit à l'autodétermination? Pour vous, c'est fini, il n'y a pas de droit à l'autodétermination pour la Nouvelle-Calédonie. Effectivement, il est souvent affirmé pour répondre à ce que je viens de dire sur le fait qu'il ne faut absolument pas engager un nouveau processus de 10, 20, 30, 40 ans au terme duquel il y aurait encore un référendum, dans lequel les gens devraient encore une fois décider s'ils souhaitent ou non rester français. Donc cette espèce d'épée de Damoclès en permanence, on y répond, mais il y aurait un droit à l'autodétermination. On ne sait pas très bien de qui d'ailleurs. Est-ce que c'est des Calédoniens en particulier, définis comment? Est-ce que c'est de tous les peuples d'outre-mer? Est-ce que ça va plus loin? Ce droit, je suis au regret de le dire, n'existe pas. Je crois que les gens essayent de le trouver dans le préambule de la Constitution de 1958, qui ne dit absolument pas ça dans son second alinéa. Le droit international non plus. Et je pense qu'il est fondamental de ne
pas reconnaître ce principe. Et le fait qu'il ne soit pas là, j'en veux en un sens pour preuve le fait que si il y avait, comme le disent certains, un droit permanent continu des Néo-Calédoniens définis de la manière que vous voulez à demander un référendum pour quitter la France s'ils le souhaitent, eh bien on serait très exactement dans la situation de ce qu'on appelle parfois un État associé. L'État associé, on en avait discuté au moment des référendums, c'est une situation dans laquelle une Nouvelle-Calédonie devenue indépendante choisirait souverainement, pour le temps qu'elle veut, de déléguer à un autre pays, la France, l'exercice de ses compétences régaliennes, menées, armée, justice, police, diplomatie, etc. Mais à tout moment, elle peut dire, bah, écoutez, nous avons changé d'avis, nous ne voulons plus de vous, vous avez 18 mois pour partir. Donc, c'est très exactement ce qu'est un État associé, c'est très précisément ce qui a été refusé à plusieurs reprises lors des référendums. Donc non, il n'est pas possible pour les institutions calédoniennes, pour les représentants du peuple calédonien, de décider par eux-mêmes à tout moment de recommencer l'opération et de reposer la question. Donc aujourd'hui, au stade où on en est après les 3 référendums, selon vous, la Nouvelle-Calédonie doit forcément s'inscrire dans la France, inscrire ses institutions dans la France? Bah, je vois pas d'alternative. Il reste quand même, il reste des indépendantistes et il reste une revendication indépendantiste, avec notamment une revendication très, très communautaire ou très identitaire. Comment est-ce qu'on lui répond? Alors, effectivement, je préface mes propos en disant que je n'ai pas la prétention de connaître en profondeur le monde kanak, qui est celui qui est porteur de cette revendication d'indépendance. Mais il y a 2 choses qui me paraissent très claires à lire et écouter aussi largement que possible. La première, on l'a souvent dit, c'est que les indépendantistes ne veulent pas réellement de l'indépendance, ou alors ils veulent l'indépendance sans les conséquences de l'indépendance, mais ça revient très exactement au même. Je ne crois pas qu'il y ait un seul chef coutumier ou autre qui ait le désir ou pense avoir la capacité de gérer un réseau d'ambassades calédoniennes dans le monde, d'avoir une banque centrale pour battre monnaie, une gendarmerie nationale de Kanaki, etc. Ce qu'ils veulent, c'est que la France continue à payer pour exercer, pour le privilège d'exercer pour le compte d'un autre ses prérogatives en pouvant se faire mettre dehors à n'importe quel moment. It's not going to happen. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a une blessure identitaire profonde dans le monde kanak. C'est une évidence et d'ailleurs, elle me paraît très justifiée. Oui, nous leur avons très largement pris leurs terres, nous les avons dépossédées. Leur culture a été laminé au contact du monde moderne et c'est assez largement le nôtre de monde. Mais alors, pour le dire de manière un peu provocante, pas suffisamment pour que le problème disparaisse comme dans beaucoup d'autres sociétés où l'assimilation fait qu'il n'y a plus de revendication. Cette revendication continue à exister, elle ne va pas disparaître. Il y a un sentiment de dépossession, c'est évident, d'humiliation. Comment est-ce qu'on y répond alors? C'est d'abord plus facile de dire comment on n'y répond pas. Pas par la dévolution des pouvoirs, on a essayé, ça ne marche pas, ça n'est pas ce qu'ils veulent. Pas par davantage d'argent, on a essayé, ça ne marche pas. Donner de l'argent, c'est très humiliant, c'est suggérer aux gens qu'on peut les acheter. Je ne pense pas que ce soit un peuple, une population, une culture qui accepte d'être achetée. Ça n'est pas non plus l'exaltation hypocrite de la culture autochtone par des gens qui n'y comprennent rien et que je crois profondément la méprise. Au risque de déplaire, j'aurai un très bon exemple de ça, c'est le Sénat coutumier. Le Sénat coutumier, c'est une invention d'administrateurs post-coloniaux européens qui débarquent ici et qui présument dire à une communauté mélanésienne comment elle va s'organiser. Et ils s'étonnent ensuite que ce Sénat ait une petite difficulté à établir sa légitimité dans le monde kanak. Bah, tu m'étonnes. Alors comment est-ce qu'on fait? À mon avis, bon, d'abord,
le respect véritable qui commence sans doute par le fait d'accepter que de nombreuses personnes sur cette île, où elles sont chez elles depuis très très longtemps, ne souhaitent pas vivre à l'européenne. C'est sans doute une revendication tout à fait légitime. Il faut leur permettre de le faire si c'est leur choix, apprendre aussi à les connaître. Je suis frappé depuis que je suis ici du peu d'endroits où les gens se côtoient réellement. Les églises sont une des rares exceptions que j'ai vues. Sur le plan proprement juridique, là encore, il faudrait avoir une discussion beaucoup plus poussée, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, des idées créatives qui n'ont pas du tout été explorées. L'une serait une dévolution des pouvoirs qui importent réellement, mais qui sont tabous du point de vue de l'État français. Je pense notamment au droit pénal. L'idée qu'une justice pénale coutumière pourrait s'appliquer sur les terres coutumières, en tout cas évidemment entre les membres de la tribu, ceux qui auraient accepté d'y être soumis. Il y a d'autres choses qu'on peut explorer, des formes de réparation symbolique, la conclusion de traités. Alors c'est un mot qui fait très peur, là encore, dans un contexte français, mais un traité, c'est pas nécessairement dans l'ordre international. Vous pensez à la Nouvelle-Zélande, par exemple, Exactement. le traité de Waitangi. Le traité de Waitangi en Nouvelle-Zélande, qui est fondateur de l'État de la colonie de Nouvelle-Zélande, devenue ensuite un État indépendant. On peut même, je crois, envisager l'idée d'une souveraineté autochtone, mais qui ne s'opposerait pas à celle de la France, qui marcherait, qui opérerait ils sont maîtres chez eux. Tout ça est possible. Je pense qu'il faut réfléchir de manière beaucoup plus ouverte que ça n'a été le cas jusqu'à maintenant. Il me semble que on a beaucoup cédé de choses qui n'auraient pas dû l'être et on a en revanche très peu essayé de voir comment on pourrait arriver à une réelle réconciliation qui encore ne marche pas. En tant que juriste, je connais les limites du droit. Ça n'est pas des règles de droit qui vont pour l'essentiel changer ça, et encore moins l'argent. Alors, vous dites qu'il faut fermer la porte à toute perspective d'indépendance, qu'il n'y a plus de droit à l'autodétermination, mais il y a l'inscription de la Nouvelle-Calédonie sur la liste des territoires à décoloniser de l'ONU. Le C24, le comité de décolonisation, est réuni actuellement à New York. Il y a des pétitionnaires calédoniens des différentes tendances. Ça, c'est un obstacle quand même, cette inscription. Alors, celle-là, oui et non. Bon, le droit international est de toute façon à très peu de normativité directe, mais symboliquement, oui, c'est important. Je pense qu'il faudrait absolument exiger, non pas demander, mais exiger le retrait de la Nouvelle-Calédonie de cette liste. Ça n'a pas été fait par le gouvernement français pour des questions de politique. Cette peur constante de mettre le feu aux poudres, le feu est quand même mis aux poudres malgré ses efforts. Je ne comprends pas que ça n'ait pas été fait. Donc, comme vous le savez, vos auditeurs sans doute aussi, mais très brièvement, la Nouvelle-Calédonie, comme beaucoup d'autres territoires, a été placée sur cette liste des territoires non autonomes par l'ONU en 1946, parce que c'était une colonie française. Elle a été enlevée en 1947 parce qu'elle n'était plus une colonie française. La France n'a plus de colonie depuis 1946, je le rappelle quand même. Et elle a été réinscrite en 1986 à la demande d'une clique d'États anti-français. Mais la Nouvelle-Calédonie a déjà respecté tous les critères de décolonisation de l'ONU. C'est géré par une très célèbre résolution de 1960 qui dit qu'il y a 3 possibilités pour sortir de la colonisation. L'indépendance pure et simple, l'indépendance autonomie que nous évoquions il y a un instant, et puis l'intégration entière, pleine et entière, au sein de l'ancienne métropole. Et c'est très exactement ce qui a été fait ici. Donc maintenant, il faudrait demander le retrait de la Nouvelle-Calédonie de cette liste. Et il le faudrait, vraiment, encore une fois, non seulement le demander, mais l'exiger. Il n'y a pas d'autre réponse juridique possible. Il n'y a aucune raison de considérer que la Nouvelle-Calédonie n'est pas un territoire autonome au sens du droit de l'ONU.
Et donc c'est la France qui doit faire cette demande auprès des Nations Unies. C'est une Oui, démarche ça qui ça pourrait existe, même être fait par quelqu'un d'autre d'ailleurs. C'est la Polynésie française avait elle aussi été remise sur la liste à la demande d'autres pays contre le souhait même non seulement de la France mais des institutions locales. Il suffit, oui, il faut le demander, bon, il y a un processus politique et l'obtenir. Si la France n'est pas capable d'obtenir ça à l'ONU, je pense qu'elle doit commencer à se faire de très graves soucis. Alors, beaucoup de choses déjà, mais selon vous maintenant, au point où on en est, encore une fois, vous suivez de près, on le voit bien, l'actualité de la Calédonie. Comment est-ce qu'on peut faire évoluer le statut? Alors, il faisait allusion, il y a quelques propositions qui sont sur la table, notamment les partisans de la France qui plaident pour une provincialisation accrue. Il y en a qui parlent même de fédéralisme interne. Est-ce que ces évolutions institutionnelles pourraient être une solution en l'état actuel des choses en Nouvelle-Calédonie? Alors, je crois qu'on parle de deux choses très différentes. Donc, l'autonomisation des provinces portée par certains partis, notamment par Madame Beckès. Sur le plan juridique ou constitutionnel, ça n'est pas, me semble-t-il, une révolution. Ça n'est pas c'est une évolution significative, importante en pratique, mais sur les plans des grands principes, ça ne change pas énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y a des compétences qui sont des compétences de l'État central français, et puis des compétences qui ont été dévolues à la Calédonie, à la Nouvelle-Calédonie, et à l'intérieur de la Nouvelle-Calédonie, il y a celles qui sont du niveau de la collectivité territoriale et celles qui sont du niveau des provinces. Certains aimeraient bien que les provinces récupèrent certains pouvoirs, notamment en matière fiscale, en matière de droit du travail. C'est quelque chose que je soutiens pour des raisons avant tout pragmatiques, qui est, pour le dire là encore assez nettement, la province sud est encore fonctionnelle et il est vital qu'elle le demeure pour le bien de tous, d'ailleurs, y compris de la province nord et des îles. Donc il faut tout faire pour soutenir cela. Donc effectivement, je pense que c'est une bonne idée. Mais encore une fois, ce n'est pas une révolution constitutionnelle. Le fédéralisme, c'est autre chose. Alors le fédéralisme, comme souvent, il faut toujours faire attention aux mots. Les mots peuvent vouloir dire beaucoup de choses. Donc quand on parle d'indépendance, de souveraineté ou de fédéralisme, toujours se demander qu'est-ce que les gens mettent derrière, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Euh, quand certains parlent de fédéralisme, je crois en fait ils parlent simplement de déconcentration des pouvoirs. Donc encore une fois, donner le pouvoir transférer le pouvoir au plus proche du terrain, donc notamment aux provinces. Mais ça n'est pas du fédéralisme. Ce sont des pouvoirs qui sont donnés unilatéralement par Paris et qui pourraient être repris du jour au lendemain par l'État central. Le fédéralisme, alors peu de Français le comprennent parce que c'est pas du tout dans notre tradition juridique qui est profondément unitariste depuis au moins la Révolution. Le fédéralisme, c'est un système constitutionnel dans lequel la Constitution dit qu'il y a deux ou plus niveaux de gouvernement. La Constitution dit ce que l'État fédéral fait, ce que les différentes entités fédérées, on peut les appeler absolument comme on veut, font. Et une fois que c'est dans la Constitution, ça ne peut plus être changé unilatéralement par l'un ou l'autre niveau. C'est-à-dire que c'est locked in, on dirait en anglais, ce qui permet donc de garantir à très long terme les pouvoirs de chacune des parties. Parce qu'encore une fois, on ne peut rien changer sans l'accord de tout le monde. Et ça, alors donc ça pour le coup, c'est une véritable novation juridique, mais ça me paraît extrêmement intéressant, pas uniquement pour la Nouvelle-Calédonie. Je regarde toujours avec scepticisme toute idée que la Calédonie soit spéciale. Il y a beaucoup d'autres territoires en France, mais je pense que ce serait une idée très intéressante pour l'outre-mer d'une manière générale, de dire qu'il y a des compétences qui appartiennent à l'État national et des compétences qui d'ailleurs ne seraient pas nécessairement les mêmes partout, qui appartiendraient à ces différents territoires. Quel est l'avantage? Il y a un double avantage qui est considérable. Une fois que c'est en place, on ne peut plus changer sans l'accord de tout le monde, alors les compétences de ces territoires d'outre-mer, dans un sens non technique, sont garanties. Elles ne peuvent plus être changées unilatéralement, même par le Parlement réuni en congrès à Versailles.
C'est donc la garantie de cette autonomie à très long terme. À l'inverse, les différentes entités fédérées ne peuvent pas changer les règles du jeu individuellement, sans l'accord des autres, et c'est donc la garantie de la souveraineté française en Nouvelle-Calédonie et ailleurs, là encore à très long terme, puisque ça ne peut plus être changé unilatéralement. Donc ça me paraît une idée très intéressante à explorer. Beaucoup de choses très intéressantes. Pour conclure cet entretien, est-ce que vous êtes intéressé justement pour apporter votre expertise à la Nouvelle-Calédonie, aux acteurs locaux, ou est-ce que vous restez un observateur attentif de ce qui se passe chez nous? Les deux capitaines. Je suis avant tout un universitaire, c'est-à-dire que mon rôle, mon métier, j'ai le privilège immense d'être payé pour lire, réfléchir et dire ensuite ce que je crois être vrai, juste et pourquoi. Et ensuite, on peut en discuter. Mais je suis également un citoyen français engagé je me battrai pour que mon pays ne soit pas amputé, encore une fois, d'une de ses plus belles provinces. Et je suis évidemment toujours très heureux d'en parler à tous ceux qui partagent cette ambition, mais d'ailleurs aussi à ceux qui ne la partagent pas, car je crois que la société calédonienne est très très clivée. Ce n'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Je crois qu'il est fondamental de ne pas renoncer à l'espoir de convaincre avec des arguments rationnels. Je crois que, encore une fois, je ne suis pas loyaliste par intérêt clanique ou par défense d'une partie. Je le suis parce que je suis profondément persuadé que c'est la seule option qui soit à la fois viable et juste pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi pour la France dans son ensemble. C'est important aussi de s'en soucier. Il n'y a pas que les Calédoniens qui sont concernés. Et à l'intérieur de cette terre, pour toutes ces composantes. Donc voilà. Et vous allez signer d'autres tribunes dans les semaines, dans les mois qui viennent? Ça reste Je un... pense qu'il y aura, tant que les gens acceptent de me lire, de me publier, je continuerai à le faire et à suivre vraiment de très près la situation. Eh bien, nous les lirons avec intérêt. Éric Deschêmes-Maker, merci d'avoir accepté notre invitation ce midi. Merci à vous.